Jeudi 3 novembre 2022, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir de vous retrouver dans cette édition. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour. La signature du contrat entre le gouvernement malgache et l'entreprise égyptienne Samkrit pour la construction de l'autoroute Antananarivo-Tuamasin a eu lieu ce jour à Yavlou, la première autoroute de Madagascar, longue de 260 km. Durant cette cérémonie officielle, le président de la République a déclaré que chaque citoyen devrait regarder vers l'avenir ainsi que les intérêts du pays pour son développement. Les détails avec Judika El-Ranchianirin et Yandra Djanpe. La construction de la première autoroute à Madagascar va débuter dans pas très longtemps. Une autoroute qui comprend 2 voies reliant la capitale Madagascar et Tuamasin. Le président Andrzej a lancé le défi pour la construction de cette autoroute en 2020. Et aujourd'hui, la signature du contrat entre le gouvernement malgache et l'entreprise égyptienne Samkrit pour la réalisation de ce projet a été faite à Yavlou. Le ministre des Travaux publics a souligné que les études nécessaires et les étapes administratives pour l'accomplissement de ce projet ont été déjà effectuées avant cette signature. De ce fait, on devrait se concentrer et s'entraider pour sa réalisation, car ce n'est seulement la région Atsnan et Analamang qui bénéficieront des avantages qu'offre cette autoroute, mais la population entière, déclare Jerry Atchefnjazan, ministre des Travaux publics. Pour le président de la République, cette autoroute sera la preuve tangible de la détermination de l'État malgache à accélérer sa vitesse afin de rattraper le retard de développement de Madagascar. Cette autoroute participe également à la promotion de l'économie de Madagascar et devra apporter une nouvelle dynamique sociale, commerciale et économique. Le trajet Antananarivo-Tuamasin sera effectué en 2 heures seulement, si cela prend 8 heures, voire plus actuellement. Nombreux sont les avantages grâce à cette autoroute. En plus de ceux qui l'utilisent directement, l'autoroute aidera également à développer d'autres secteurs tels que le commerce, l'industrie et le tourisme. Par ailleurs, le président Andrzej a affirmé qu'en matière de développement du pays, tous les Malgaches doivent faire preuve de solidarité. De nombreux responsables du gouvernement, des maires, des députés, des sénateurs et des gouverneurs affirment l'importance de ce processus et ont assisté à la cérémonie de signature officielle aujourd'hui à Yavlou. La circulation des fausses informations sur les réseaux sociaux nuit au travail des journalistes ainsi qu'à la liberté de l'expression. Le ministère de la Communication et de la Culture mettra ainsi en place des lois pour mettre fin à ces partages de fausses informations. Par ailleurs, dans le but de mettre en place un cadre pour la lutte contre ce partage, des consultations seront faites au stade de Bariama-Masin durant les 3 jours de la semaine de l'éducation à l'information et de la communication. Anduniana Martina et Nzara Ranjiantsu. La circulation des informations fausses et celles non vérifiées sur les réseaux sociaux présentent une menace pour la liberté d'expression, la démocratie et le journalisme. C'est la raison pour laquelle l'instauration de lois pour mettre fin à ces partages de fausses informations est indispensable à Madagascar, comme c'est le cas dans les autres pays en voie de développement, déclare Lalatine Ndjiatungariv, ministre de la Communication et de la Culture. Il y aura également des consultations durant la semaine de l'éducation à l'information et de la communication afin de mettre en place un cadre pour la lutte contre ce partage, selon toujours ses explications. Ce salon a débuté ce jour jusqu'au 5 novembre et est ouvert à tout le monde. Diverses entreprises de médias et de communication y participent. Et la seconde réunion de la commission mixte sur les îles éparses n'a pas été annulée, mais simplement reportée, souligne la porte-parole du gouvernement, la ministre de la Communication et de la Culture, Lalatine Ndjiatungariv, ce jour. Chaque partie reste encore dans l'élaboration de l'ordre du jour. De plus, Madagascar n'a aucun problème sur l'organisation des délégations, insiste-t-elle. Dans un autre sujet, le monde de navigation aérienne à Madagascar connaîtra des améliorations afin d'augmenter le nombre d'avions en activité dans notre pays. La vision pour le développement du secteur tourisme dépend entièrement de ce système. Fadjesena Mireille. Le transport à Madagascar vers l'étranger sera facilité par l'organisation du système monde aérien.
Le SPAS renforce les services de protection et permet d'augmenter le nombre d'avions qui pourraient circuler dans le ciel de Madagascar. Cette réunion donc va se charger de voir ensemble avec tous les fournisseurs de l'espace au niveau mondial les actions à réaliser pour assurer un meilleur développement de cette technologie et l'utilisation par les usagers. L'espace, comme vous le savez, c'est la navigation par satellite qui va être mise en œuvre au niveau continental pour assurer une meilleure gestion du trafic aérien. L'objectif du développement du tourisme à Madagascar est indissociable avec l'amélioration de la navigation aérienne, car cette dernière a sa place pour l'essor du tourisme à Madagascar. La réunion qui se tient à Antananarive dure 3 jours, du 2 au 4 novembre 2022, pendant lesquels tous les fournisseurs de services SPAS s'échangeront et partageront leur expérience afin de trouver des solutions techniques durables, fiables et efficientes dans l'optique de rendre profitable à tous les pays tous les avantages du SPAS. Et les travaux de construction du complexe sportif à Maïvatanan, région de Pittsburgh, débutera ce mois de novembre selon la déclaration du secrétaire d'État chargé des nouvelles villes et de l'habitat. Le travail se fera en 2 étapes dans les alentours du terrain. Pour la première, si on vise de terminer le terrain Manara Pinch en 2023. Par ailleurs, le secrétaire d'État chargé des nouvelles villes et de l'habitat a fait une visite du terrain sur lequel sera construit ce complexe sportif. Andriana Martina. Le terrain à Madanpak a une place importante dans l'éducation des jeunes à Maïvatanan de la région Pittsburgh. Un terrain dédié uniquement au foot auparavant et qui sera rénové en un complexe sportif. Les premières étapes des travaux commenceront le plus tôt possible, selon Gérard Rangiamanouissou, secrétaire d'État chargé de la nouvelle ville et de l'habitat. Les sociétés en charge de la construction de ce complexe sont déjà sur les lieux et achèveront le travail en 2 mois et demi. Par contre, la rénovation de tout le terrain continuera jusqu'en 2023, souligne-t-il. Aucun district ou région ne sera oublié en matière de développement selon le gouverneur de la région Pittsburgh, Anjianzafninjin Jean Roger. Ainsi, le secrétaire d'État chargé de la nouvelle ville et de l'habitat a fait une visite afin de déterminer le lieu idéal pour la construction d'une nouvelle ville à Maïvatanan. Dans le secteur de l'environnement, les assises pour le développement durable de l'océan Indien commenceront à partir de demain pour une durée de 2 jours. Ces assises vont être dirigées par des secteurs privés et 8 pays dans l'océan Indien y participeront. 30 projets vont être examinés durant cette assise qui verra le partenariat du PNUD. Plus d'explications. La raison derrière ces assises, il y en a plusieurs, mais le plus important, je pense que c'est l'atteinte des ODD. Le monde, vous savez, avait fixé les objectifs de développement durable avec l'objectif d'atteindre l'élimination de pauvreté. C'est quand même très, très ambitieux d'ici 2030. Alors, l'importance de ces assises, c'est quand même la mise ensemble des acteurs publics et privés, ici à Madagascar, mais pas seulement, comme l'a dit Madame Rumi, de la part de l'océan Indien, pour travailler ensemble sur l'atteinte des ODD. Et cela à travers des projets concrets. Donc, ce n'est pas seulement qu'on veut atteindre les ODD et qu'on veut parler dessus et réfléchir autour, c'est vraiment à travers des actions concrètes dans le financement des projets qui vont aider dans l'atteinte des ODD. Toujours dans ce cadre, face à la dégradation de l'environnement, le projet Leading the Change développé par le WWF et mis en œuvre par la société civile a été mis en place. Parmi les problèmes que cette dernière a rencontrés dans la mise en œuvre du projet figure le manque de synergie entre elle et l'exécutif, mais il y a aussi la pression qu'elle subit d'après les explications. Néanmoins, ce projet a été profitable pour la population locale. Ruth Christelle Rakout-Malal et Yves Chanel. La société civile agit contre la dégradation de l'environnement. À travers le projet Leading the Change qu'elle met en œuvre, ce projet est développé par le WWF. Lors de leur descente sur terrain, notamment dans les régions Melak et Diana, l'organisme de la société civile s'est senti contraint. Un autre obstacle est le manque de communication et de synergie avec les hauts responsables.
Toutefois, le projet a donné des résultats. Les autochtones peuvent exercer leurs droits, participer à l'amélioration de l'environnement. Ils deviennent également plus audacieux lorsqu'il s'agit de la protection des ressources naturelles. Pour améliorer la protection de l'environnement par l'organisme de la société civile, un forum concernant la gestion des ressources naturelles a lieu à Souarane à partir de ce jour, et cela pour une durée de 3 jours. 5 thèmes y seront abordés et plus de 50 sociétés civiles y participeront. Ensuite, tous jeunes qui ont choisi de s'initier à l'entrepreneuriat au sein de l'université d'Antananarive ont bénéficié d'une formation entrepreneuriale de 3 mois à travers l'initiative de l'UNESCO. Le certificat de fin de formation de ces jeunes entrepreneurs ont été distribués officiellement aujourd'hui. Ils ont également bénéficié d'un fonds de démarrage. Natira Koutmav et Nzara Radjiantsu. Tous ces jeunes qui suivent des cours au sein de l'université d'Ankats ont choisi les filières qui mènent à l'entrepreneuriat. Pourtant, il existe des déficits de compétences entrepreneuriales actuellement, ce qui engendre un taux de chômage élevé, soit 60% chez les jeunes de moins de 25 ans. Face à cela, le programme STEP, ou un programme en entrepreneuriat à Madagascar, a été initié par l'UNESCO pour aider les jeunes à trouver un moyen de subsistance décente, mais aussi pour atténuer les disparités dans les opportunités d'emploi. L'entrepreneuriat présente une alternative pour créer et générer un effet multiplicateur de création d'emplois et catalyser la productivité chez les jeunes, selon les explications. C'est la 2e fois que les jeunes entrepreneurs malagasy bénéficient de formation, mais cette fois-ci, ce sont les jeunes étudiants de la faculté des sciences de l'université d'Antananarive qui en sont les bénéficiaires à l'initiative de l'UNESCO. La formation a duré 3 mois et chacun a eu un fonds de démarrage de 400 000 ariars. Ce fonds leur servira d'appui pour la réalisation de leur business plan et la création de leur propre entreprise, selon toujours les explications. La remise officielle de certificat de fin de formation de ce programme STEP s'est tenue aujourd'hui à l'université d'Ankatsu. Et la Chine et Madagascar fêtent le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques cette année. Ce pays qui soutient pleinement le développement de Madagascar. De plus, nombreux sont les projets de partenariat qui ont été déjà accomplis. À cet égard, un événement intitulé Course de l'amitié Madagascar-Chine aura lieu pour célébrer cet 50e anniversaire. Reportage. La course de l'amitié, un événement qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre Madagascar et la Chine. Le départ se fera sur le parvis de la mairie d'Analaïkeli. La course passera par Beojik, Souarane et Mbouida avant de se terminer au stade de Pariam à Massen. Un circuit VIP qui fait le tour de l'avenue de l'Indépendance d'Analaïkeli est également prévu. Et dans l'après-midi, un match amical de foot suivi d'une démonstration d'arts martiaux organisée au stade de Pariam à Massen couronnera l'événement. Le but de cet événement est de renforcer l'amitié et l'esprit d'équipe pour réussir ensemble le développement de Madagascar, selon Rakoutonirina Johannes, président de l'association Amitié Madagascar-Chine. Le ministre des Affaires étrangères par intérim, le général de corps d'armée Rakoutonirina Richard et l'ambassadeur de la République populaire de Chine avec les présidents des associations et des instituts de Madagascar partenaires de la Chine participeront à cette course de l'amitié Madagascar-Chine. Les 2 pays espèrent que cette relation se renforcera pour les 50 ans à venir. Place maintenant aux actualités internationales. Dans le sud américain, l'inflation a atteint presque 9% au mois de septembre, contre un peu plus de 8% à l'échelle nationale. Durement touchée par la pandémie, la ville du King et du Blue n'échappe pas à l'inflation. France 24. Durement touchée par la pandémie, Memphis, ville du King et du Blues, souffre désormais de l'inflation. Sandy Otmani dirige ici une compagnie de transport privé. Bonjour Jennifer, c'est Sandy de Sfax Limousine. Je voulais confirmer votre réservation d'aujourd'hui à 15h. Pour la première fois en 20 ans, elle a dû augmenter ses prix de 15 $ par heure en raison de la hausse du prix de l'essence. Ce n'est pas que l'essence le problème. Mon assurance a aussi augmenté. Le prix des voitures a augmenté. Même les boissons qu'on met dans les voitures pour les clients ont augmenté. Les serviettes, tout. Une situation tellement précaire pour cette chef d'entreprise qu'elle envisage de vendre sa société.
En attendant, pour minimiser ses coûts, Sandy fait la chasse aux pompes les moins chères. On va essayer cette station Shell ici. Je devrais avoir au moins 5 centimes de réduction. J'utilise des cartes de crédit différentes pour avoir des réductions au litre. C'est combien ici ? 3,79 $. C'est pas mal. Dans le sud-américain, l'inflation a atteint presque 9% au mois de septembre, contre un peu plus de 8% à l'échelle nationale. Avant, avec $30, j'avais le plein. Maintenant, c'est entre 50 et 60 $ le plein. Pour Sandy, pas de doute, c'est la faute des démocrates. Chaque fois qu'on a eu un président républicain, le pays allait bien. Trump, malgré tous ses dossiers, dirigeait le pays comme un homme d'affaires et ça marchait bien pour nous. L'inflation touche tous les secteurs et notamment celui de l'agriculture. À quelques kilomètres de Memphis, dans la région du Delta, Marvin Roddy cultive le soja, mais cette année, il travaille à perte. Je cultive environ 300 acres de terre, à peu près 120 hectares. Et mon coût d'exploitation est passé de $200 à 320 $ par acre. Moi, tout ce que je veux, c'est faire un produit de qualité, mais en faisant un profit qui me permette de payer mes factures. L'inflation s'est aggravée après la guerre en Ukraine. Conséquence, les prix du diesel et des engrais ont doublé. Alors pour les dépenses, Marvin compte sur la solidarité entre fermiers. T'as besoin de 0,7 ? Ça, c'est du 0,6. Mais oui, ça doit être du 0,7. On essaie de mettre en commun notre équipement, d'utiliser ce que j'ai et qu'il n'a pas, et vice-versa, plutôt que d'acheter tous les deux la même chose. Ça fait des économies. Faire des économies est au cœur des préoccupations des Américains. À quelques jours des élections de mi-mandat, 68% des électeurs jugent que le gouvernement Biden pourrait faire mieux pour combattre l'inflation. Un constat susceptible de fragiliser les démocrates. Ensuite, au lendemain d'un net regain de tension dans la péninsule, la Corée du Nord a lancé jeudi 3 projectiles de missiles à courte portée suivis d'un missile balistique intercontinental qui a apparemment échoué. Ces tirs ont déclenché une alerte dans l'île sud-coréenne et au Japon. De son côté, l'armée de l'air sud-coréenne a annoncé la prolongation des exercices aériens. Toujours avec France 24. Les habitants du Japon et de la Corée du Sud ont peut-être l'habitude des missiles nord-coréens, mais ce qui se passe actuellement n'est pas habituel, il faut le souligner. Des alertes déclenchées pour réveiller une partie de la population japonaise pour la deuxième fois en seulement un mois. Un nombre record de missiles nord-coréens envoyés en une journée, au moins 23 ce mercredi. Pour comparer, pour toute l'année 2019, nous avons eu seulement 27, donc nous sommes bien dans un climat de tension, alors que la Corée du Sud et les États-Unis poursuivent leurs exercices militaires conjoints, cette fois-ci aériens. 240 avions de combat, donc les deux alliés ont repris ces manœuvres conjointes annuelles, et ce depuis l'arrivée du nouveau président sud-coréen Yoon Suk-yeol au pouvoir. Mais pour Pyongyang, ces activités sont particulièrement provocatrices. Les observateurs pensent que Pyongyang est en train de se préparer pour un 7e test nucléaire, et les services de renseignement sud-coréens pensent que cela pourrait arriver avant le 7 novembre. Et pour clôturer cette édition, sur le front de Kherson, la bataille continue entre les forces russes et ukrainiennes, comme l'explique un correspondant de France 24. Alors, si on regarde les diverses cartes qui sont disponibles en ligne, on peut voir que la ligne de front entre la partie occupée par la Russie et la partie de la région de Kherson qui a été reprise déjà par les Ukrainiens se situe à 25 km de la ville de Kherson si on regarde la direction nord-ouest, donc entre Kherson et Mykolaiv, qui est tenue par les Ukrainiens. Donc c'est là que les Ukrainiens sont le plus proches de Kherson. Mais si on regarde plus vers le nord-est et le long du fleuve Dniepr, en réalité la ligne de front est toujours à certains endroits à plus d'une centaine de kilomètres de la ville de Kherson et à 55, un peu
au milieu entre ces deux directions que je vous ai décrites. Alors, ils ne sont pas vraiment aux portes de la ville, pas encore les Ukrainiens. Les batailles continuent dans la région de Kherson sur toute la ligne de front. On a souvent plus d'informations en réalité venant de sources russes que de sources ukrainiennes qui essayent d'imposer un blackout informationnel sur leur progression sur la ligne de front. Mais les sources russes, les blogueurs militaires russes notamment, parlent de combats intenses hier sur cette partie plus loin de la ville en réalité de Kherson, plus vers le nord-est des villages dans ces coins-là. Sinon, ce sur quoi les Ukrainiens informent, c'est la destruction par des frappes à plus longue distance des dépôts d'ammunition russes et d'autres installations, infrastructures. Et les soldats ukrainiens sur le terrain disent qu'ils en voient l'effet parce qu'ils ressentent moins de tirs venant de la part des Russes. Plusieurs médias citant différents soldats ukrainiens ont dit qu'ils ont observé une diminution de tirs et ils en tirent la conclusion que c'est que les Russes commencent à ne pas avoir assez d'ammunition pour tirer autant qu'ils tiraient encore il y a quelques semaines. Et sinon, pour conclure, les Ukrainiens et aussi les analystes américains de l'Institut pour les études de la guerre informent sur la construction de défenses plus ou moins permanentes sur la rive droite du Dniepr qui traverse la région de Kherson. Donc l'autre partie de cette région, les Russes se préparent évidemment à défendre la rive droite, la rive gauche, je voulais dire, l'autre côté du fleuve, la rive plus à l'est et plus au sud, en cas d'une éventuelle victoire sur les Ukrainiens rive droite et la prise de la ville de Kherson qui est située rive droite. Bonjour Gulliver, vous vouliez nous parler d'un autre front pour le coup, là il semblait y avoir plus de mouvements, c'est celui de Bakhmout dans l'Est. Oui, juste très rapidement, je pense qu'il est important de souligner quand on parle tout le temps de cette bataille pour Kherson, qui est certes stratégiquement très importante et tout le monde en Ukraine a hâte de voir comment cela va se résoudre. En réalité, les combats les plus intenses en Ukraine ont toujours lieu plus à l'est, dans la région de Donetsk, autour de la ville de Bakhmout et la ville voisine de Soledar, aussi à Avdiivka, qui est une sorte de banlieue de Donetsk, Avdiivka tenue par les Ukrainiens, Donetsk tenu par les Russes. C'est là qu'il y a les combats les plus féroces, alors que les Russes, sans cesse, tentent encore d'avancer dans cette région, mais sans afficher de progrès. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Dans quelques minutes, nous allons suivre la série Scandale. Quant à moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne. Au revoir.